Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où chaque mot devient une clé pour comprendre notre époque. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi nous plonge au cœur du Sahel en pleine transformation, où le Niger, le Burkina Faso et le Mali défient les structures héritées du néocolonialisme. Face à la vassalité imposée par des accords déséquilibrés, Nyamsi révèle une révolution intellectuelle et culturelle, un peuple qui reprend le contrôle de ses ressources, de ses décisions et de son destin. Restez avec nous, il va analyser pas à pas ce basculement historique, dévoilant enjeux cachés, calculs stratégiques et vérités méconnues, avant notre plongée dans l'analyse complète. Niger, en réalité, pour opérer la reprise souveraine du contrôle de ces matières premières, a opéré une troisième révolution qui est en marche. C'est la révolution intellectuelle et spirituelle, la révolution culturelle. Les Nigériens et les Nigériennes, les Nigérois et les Nigériennes, sous le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP, ils ont appris qu'il faut revoir ce qu'on leur a enseigné. Et qu'il faut nettoyer leur esprit du poison, du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme, qui a souvent été présenté comme étant de la science, de la connaissance normale. Les Nigériens ont commencé à se débarrasser des mauvaises notions. Le Niger a commencé un processus d'hygiène mentale. Or, la moindre hygiène mentale sur cette question de l'uranium, elle consiste à se poser la question suivante. Doit-on considérer comme une décision juste de droit international un accord qui a été signé par des néocolonisés avec la puissance qui les néocolonise? Est-ce qu'un accord qui est signé par un chef d'État braqué avec un revolver à la tempe doit être reconnu par le peuple souverain? La réponse évidente est non. Un peuple souverain n'est pas obligé de reconnaître un accord qui a été signé par un vassal. Le Niger a dit, avec le président Abdourahmane Tiani, eh bien, à partir de maintenant, tout ce qui a été signé par nos prédécesseurs en situation de vassalité est nul et de nul effet pour nous. Écrivez ça. Aya Sebe. Aya Sebe. Tilana. Je reprends cela parce que ça, c'est le grand enseignement du Niger. Alors, une fois de plus, le grand enseignement du Niger à l'Afrique, c'est, nous sommes en 2025. Personne d'entre nous, Africains, de tous les pays, personne d'entre nous ne peut se tenir devant les Africains et leur dire « Je continue à appliquer des principes de droit international qui sont contraires aux intérêts vitaux de mon pays parce que j'ai peur d'être puni par les néocolonialistes français. » Il vaut mieux être puni par les néocolonialistes français pour avoir refusé de livrer les richesses de ton pays, de continuer à livrer les richesses de son pays pour plaire aux néocolonialistes français. Voilà ce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali nous enseignent. Il est temps de dire non. Et il n'y a aucune excuse pour ne pas dire non. Nous disons non. Parce que personne de sensé en France, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, n'accepterait qu'un dirigeant français cède les richesses de la France contre les intérêts vitaux du peuple français. Personne en France n'accepterait cela. Personne. Donc ici en France, toute Française, tout Français, correctement éduqués, savent qu'il n'est pas normal que le gouvernement prenne des décisions qui vont contre les intérêts vitaux du peuple français. Et ce que Abdourahmane Tiani et ses compagnons enseignent au peuple nigérien, c'est simplement cela. Aucune décision de droit international qui a été prise par nos dirigeants contre nos intérêts vitaux n'est valable pour nous. À compter de maintenant, nous abolissons toutes les dispositions du droit international qui sont contraires aux intérêts vitaux et souverains des Africains. Nous les abolissons. Et nous nous battrons pour défendre cette abolition. Voilà. Ça, c'est une révolution intellectuelle, théorique. C'est une révolution spirituelle. Franklin Nyamsi, observateur aigu et penseur engagé, nous éclaire sur une dynamique historique en marche, où le Niger, sous la direction du président Abdourahmane Tiani et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, incarne la voix courageuse d'un continent qui décide de se réapproprier son destin. Dès les premières lignes de ses propos, se dessine un constat clair, l'Afrique ne peut plus continuer à obéir silencieusement à des accords hérités de l'histoire coloniale et de la vassalité politique. Nyamsi nomme cette prise de conscience une révolution intellectuelle et spirituelle, une véritable révolution culturelle où le nettoyage de l'esprit devient un acte de souveraineté.
Le Niger n'a pas simplement choisi de changer de partenaire ou de redéfinir ses accords sur l'uranium, il a entrepris de libérer l'esprit de ses citoyens des poisons du racisme, du colonialisme et du néocolonialisme. Ici, l'analyse de Niamsi dépasse la dimension économique ou politique, elle touche l'âme même de la nation africaine. Le peuple nigérien apprend à questionner ce qui lui a été enseigné, à rejeter les notions qui ont longtemps limité sa vision du monde et à affirmer son droit à penser et décider librement. La métaphore de « l'hygiène mentale » qu'il emploie n'est pas fortuite, elle symbolise la purification des idées, l'élimination des influences étrangères qui ont façonné les consciences africaines pour servir des intérêts extérieurs. C'est un appel à la lucidité que tout citoyen africain doit entendre. Niamsi met également en lumière une dimension fondamentale, le droit international, souvent perçu comme neutre et universel, est en réalité façonné par les puissances dominantes. La question qu'il pose, d'une évidence déconcertante, invite chaque Africain à réfléchir, un accord signé par un État sous contrainte militaire ou politique peut-il légitimement engager le peuple? Sa réponse est catégorique, non. Un peuple souverain n'est pas obligé de reconnaître un accord signé par un vassal, proclame-t-il. Cette assertion ne se limite pas au Niger, elle s'adresse à toute l'Afrique, interpellant chaque dirigeant, chaque citoyen, sur la nécessité de défendre ses intérêts vitaux face à des pressions extérieures. L'analogie qu'il établit avec les peuples occidentaux est particulièrement frappante. Qui en Europe accepterait qu'un dirigeant cède les richesses stratégiques de son pays contre l'intérêt de son peuple? Personne. Ce « deux poids, deux mesures » met en lumière l'injustice du système et souligne l'urgence pour l'Afrique de revendiquer pleinement sa souveraineté. Dans cette perspective, dire « non » devient un acte fondateur, une affirmation de dignité, une manifestation de courage collectif. Au-delà de la politique, c'est un véritable combat idéologique que Niamsi engage. La « révolution intellectuelle » qu'il décrit n'est pas un simple slogan, c'est un processus où chaque Africain est invité à interroger ses certitudes, déconstruire les héritages imposés et reconstruire une pensée authentiquement africaine. Chaque réflexion, chaque remise en question devient un outil de transformation sociale et culturelle. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali se dressent ainsi comme des phares de résistance et d'enseignement, rappelant à l'ensemble du continent que la souveraineté ne se limite pas aux frontières physiques mais s'inscrit d'abord dans la conscience et l'esprit. Cette première partie de l'analyse nous invite donc à une méditation profonde, comprendre que la liberté économique ou politique n'a de sens que si elle est accompagnée d'une liberté intellectuelle et spirituelle. L'Afrique doit apprendre de ces exemples, car c'est dans cette combinaison esprit critique, courage et action collective que réside le véritable potentiel de renaissance. Niamsi, par ses propos, fait résonner la voix d'une Afrique éveillée, une voix qui ne cherche pas à critiquer pour démolir, mais à éclairer pour reconstruire, à inspirer pour transformer. En conclusion de cette première partie, nous sommes confrontés à une leçon essentielle, l'avenir de l'Afrique se joue dans l'esprit de ses citoyens, dans leur capacité à rejeter les chaînes invisibles de l'histoire coloniale et à reprendre le contrôle de leur destin. Comme le rappelle un proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. Ainsi, l'analyse de Niamsi ne se limite pas à un constat, elle est un appel à l'action, à la vigilance et à la responsabilité collective. Pour comprendre pleinement le phénomène décrit par Franklin Niamsi, il est indispensable de plonger dans le contexte historique et géopolitique du Sahel. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ne sont pas des cas isolés, ils incarnent un mouvement profond et croissant de contestation du néocolonialisme, où la jeunesse, les élites et les peuples refusent désormais de rester spectateurs de leur propre dépossession. Depuis l'indépendance, les relations entre ces nations et leurs anciens colonisateurs, en particulier la France, ont été marquées par un équilibre instable, des accords économiques et militaires signés dans des conditions souvent inéquitables, qui ont permis l'exploitation de richesses stratégiques telles que l'uranium, l'or ou le pétrole, au détriment du développement local. La montée des mouvements de contestation, associée à une population majoritairement jeune et consciente de ses ressources, crée un terrain fertile pour la révolution intellectuelle et culturelle que Niamsi décrit. Cette génération refuse d'accepter que les richesses de son pays servent à enrichir des puissances étrangères alors que la pauvreté et le chômage persistent chez elles. C'est cette injustice économique et symbolique qui alimente le sentiment de vassalité dénoncé par l'analyste. La jeunesse sahélienne, par sa vigilance et sa curiosité, devient le moteur d'un réveil où l'esprit critique s'impose comme un acte de résistance. Le renversement progressif de cette vassalité se manifeste par la montée en puissance du CNSP au Niger, dirigé par le général Abdourahmane Tiani depuis juillet 2023.
Ce mouvement ne se limite pas à un simple changement politique, il représente une rupture profonde avec un ordre ancien, celui où des accords signés sous la pression ou la contrainte étaient considérés comme inviolables. Selon Niamsi, ce basculement ne doit pas être interprété uniquement sous l'angle militaire ou diplomatique, il est avant tout culturel et intellectuel, car il implique de redéfinir la manière dont les Africains comprennent le droit, la justice et la légitimité des décisions internationales. Il est particulièrement frappant de constater que, dans cette démarche, le Niger questionne la validité des accords hérités du passé colonial, un accord signé par un « vassal » ou sous la menace de la force ne peut être considéré comme un instrument légitime de souveraineté. Cette réflexion, bien que simple en apparence, démolit les fondations d'un ordre néocolonial longtemps accepté par inertie ou peur. Niamsi transforme ainsi le simple acte de dire « non » en un geste fondateur, celui d'un peuple qui se réapproprie son droit de décider, son droit de protéger ses intérêts vitaux et son droit de déterminer son avenir. L'analogie qu'il fait avec les sociétés occidentales renforce la pertinence de ce raisonnement. En Europe ou aux États-Unis, nul dirigeant ne pourrait légalement ou moralement céder les ressources stratégiques de sa nation contre l'intérêt du peuple. Le contraste est saisissant, ce que les Sahéliens revendiquent comme un droit légitime est universel, mais longtemps nié aux Africains. Ici, Niamsi éveille la conscience collective, comprendre que l'Afrique n'est pas privilégiée ou isolée dans ses aspirations, mais simplement retardée par des siècles de domination et d'aliénation culturelle. Au-delà du cadre national, ce réveil sahélien pose une question essentielle pour tout le continent, comment concilier souveraineté, droit international et développement? Niamsi montre que la réponse ne réside pas dans la confrontation armée, mais dans la transformation intellectuelle et spirituelle. Chaque décision, chaque révision d'accord devient un acte de réappropriation de la dignité africaine. Il s'agit d'un processus où la responsabilité individuelle se mêle à la responsabilité collective, et où chaque citoyen est invité à comprendre, interpréter et défendre les intérêts de sa nation avec lucidité. La leçon qui se dégage est claire, la souveraineté véritable est d'abord mentale avant d'être politique ou économique. Un peuple qui accepte la dépendance intellectuelle ne peut espérer exercer une indépendance réelle. Ainsi, le Niger, par son exemple, transmet un enseignement universel à l'Afrique, la libération de l'esprit précède la libération du territoire. La révolution intellectuelle et culturelle qu'il décrit est donc bien plus qu'une stratégie politique, c'est un outil de renaissance collective, une arme contre l'asservissement et l'aliénation historique. Enfin, il faut souligner l'impact de cette démarche sur le Sahel et sur le reste du continent. Les peuples africains, en observant ces transformations, sont appelés à développer leur esprit critique, à cultiver leur autonomie et à refuser les contraintes injustes. Le message de Niamsi résonne comme un appel à la vigilance et à l'action consciente, ne jamais céder ce qui appartient au peuple, et réinventer constamment les cadres de la souveraineté pour qu'ils servent le bien commun. Comme le rappelle un proverbe africain, celui qui apprend, mais ne met pas en pratique, est comme celui qui plante sans arroser. Il appartient donc à chaque Africain de nourrir cette révolution intellectuelle, de la transmettre et de la renforcer.